Amis des alimentations, bonsoir. Un internaute m'a demandé dernièrement des conseils pour pouvoir fabriquer une alimentation de labo. C'est un sujet très intéressant et très important. Je ne pense pas pouvoir traiter comme ça en une vidéo. Donc en fait, j'ai décidé de faire quelques vidéos sur le sujet. Pas forcément à la suite, mais je vais déjà commencer par celle-là. Et la première chose qui m'est venue à l'idée, c'est déjà de lister un petit peu toutes les choses qui sont un petit peu importantes à prendre en compte quand on va faire une alimentation de labo. J'en possède énormément, je vais dire au moins plus d'une dizaine. J'en ai beaucoup utilisé dans ma vie, donc j'ai une certaine un petit peu expérience de ces choses-là. L'idée, c'est de voir les points importants et pour chaque de vous partager un petit peu des expériences que j'ai eues, des points d'attention et aussi, il faut le dire, je veux dire un petit peu des avis personnels. Alors bien sûr, comme tout avis, après il y a une partie de préférence, de vécu, c'est pas forcément des vérités vraies, mais après chacun a sa sensibilité, ses goûts et ses couleurs. Mais l'idée, c'est de partager un petit peu ça avec vous, et puis derrière, chacun bien sûr se fait son opinion. Alors quand on choisit une alimentation de labo, la première chose qu'on peut se poser comme question, c'est dire quelles sont ses capacités, c'est-à-dire jusqu'à combien elle peut monter en tension, jusqu'à quel courant. Là, je veux dire, la réponse elle est assez évidente, tout dépend de ce qu'on veut faire. Je veux dire, quelqu'un qui bricole dans les Arduino, les choses comme ça, une alim jusqu'à 15 volts, qui peut fournir jusqu'à 1 ou 2 ampères, c'est largement suffisant. Si on travaille dans les amplis BF, les choses comme ça, il faut quand même monter plus haut, parce que souvent les amplis s'alimentent avec des tensions plus élevées. Enfin, tout dépend, on va dire, de ce qu'on veut faire. Je dirais que quelqu'un qui débute en électronique, s'il a une alim qui va jusqu'à 15 ou 24 volts et jusqu'à 1 ou 2 ampères, c'est déjà pas mal. Limitation courant, fixe ou réglable. Une alimentation de laboratoire, qui dit laboratoire, dit un petit peu essai, dit manip, c'est quasiment sûr qu'un jour ou l'autre, on aura des courts-circuits ou des surcharges. Donc l'idée, c'est que l'alimentation soit protégée, parce que si ça la détruit à chaque fois, ça va pas aider. Alors là, il y a plusieurs systèmes. Alors, on peut imaginer un simple fusible ou quelque chose comme ça, enfin ça va vite être emmerdant. Et en même temps, quelque chose qui est intéressant, c'est d'avoir des alimentations qui permettent en effet d'avoir une limitation de courant. Dans les alimentations de laboratoire, et comme j'ai déjà montré dans une autre vidéo, j'en mettrai quelques-unes en lien, ça permet de marcher à un moment donné en courant constant. Bon, je ne vais pas revenir sur le sujet, vous pourrez regarder l'autre vidéo, mais c'est généralement intéressant d'avoir ça, plus que de la protection. Je ferai un jour, je pense, une vidéo sur les protections, les fallbacks et tout ça, mais enfin, ici il y a ça. Et alors maintenant, est-ce que c'est fixe ou réglable? Fixe, généralement, c'est la capacité max, une alimentation, elle peut donner 2 ampères, et ben voilà, quand elle arrive à 2 ampères, le courant est limité. Mais sur beaucoup d'alimentations, on peut le régler, et ça c'est intéressant, déjà pour l'utiliser en générateur de courant constant, et c'est aussi intéressant, parce que des fois ça permet de protéger, quand on travaille sur des petits montages, des choses comme ça. Si on sait que le montage, normalement, il ne consomme pas plus de 50 mA, ça peut permettre d'éviter de cramer des composants ou des choses comme ça. En règle générale, c'est quand même mieux d'avoir une limitation de courant. Ensuite, en gros, il y a la qualité de la lime. Qu'est-ce qu'elle donne au niveau ondulation résiduelle? C'est-à-dire à son courant max, comme toute alimentation, souvent, il va y avoir une certaine ondulation. Alors ça dépend si c'est une alim à découpage ou une alim secteur, qu'elle donne une tension continue, parce que c'est son but qu'il soit la plus propre possible. On verra dans la prochaine vidéo un petit peu le problème de la dissipation de puissance des alimentations, et se dire aussi comment elle réagit avec des surcharges qui peuvent être soit des surcharges thermique, parce qu'à un moment donné, dissipe beaucoup de puissance, ça commence à avoir trop chauffé, ou des surcharges extérieures. Une alimentation de labo, typiquement, quand on va alimenter avec des relais, des choses comme ça, elle peut se bouffer des surtensions assez importantes, et il y en a qui encaissent ça plus ou moins bien. Par exemple, de mettre en sortie des transils, des choses comme ça peut aider. Alors ça, c'est un point qui est très très important. C'est le réglage de la tension, est-ce qu'elle descend jusqu'à 0 volts? Pour des raisons technologiques, quand on fait des alimentations, par exemple, toutes bêtes à partir d'un LM317 sans se prendre la tête, souvent, elle ne descend pas à 0 volts. C'est réglable, par exemple, de 3 volts à, je sais pas moi, à 15 volts. De ne pas pouvoir descendre à 0, est-ce que c'est gênant, est-ce que ça ne l'est pas? Moi, personnellement, quand même, je préfère que ça puisse descendre à 0. Ça peut permettre dans des montages vraiment de partir de 0. 3 volts, souvent, c'est le minimum
c'est pas assez, parce que si on veut, maintenant il y a des tas de montages qui s'alimentent en 1,5 volts, 3 volts c'est un peu beaucoup, donc l'idée c'est dans la mesure du possible de faire ça. Alors quand on les fabrique soi-même, c'est pas forcément très difficile à faire, mais généralement pour avoir quelque chose de propre, ça veut dire qu'il faut avoir une petite alimentation négative auxiliaire ou des choses comme ça. Enfin, on y reviendra, sachant que c'est pas quelque chose forcément de très très gênant, mais dans certains cas, moi personnellement je préfère quand même quand c'est comme ça. Est-ce qu'elle est flottante? Est-ce qu'il y a une terre? Alors c'est pareil, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Flottante, ça veut dire que la sortie, elle n'est pas reliée d'aucune façon à la terre. Et ça c'est plutôt intéressant, parce que c'est ce qui va permettre éventuellement de mettre des alimes en série, en parallèle, enfin d'être indépendant, voire même, pourquoi pas, de faire des mesures avec un oscilloscope sans forcément prendre la masse comme référence ou des choses comme ça. Donc c'est généralement mieux qu'elle soit flottante. Maintenant, ça n'empêche pas d'avoir une terre disponible, hein, il y a beaucoup d'alimes où il y a aussi une terre dispo, et on peut choisir de relier ou pas le plus, le moins à la terre, ou rien du tout. Moi personnellement, je préfère quand il y a une terre disponible et qu'elle soit flottante. Maintenant, il y a des fois des alimes où elles sont pas flottantes, c'est-à-dire par exemple le négatif est relié à la terre d'office. Enfin, c'est quelque chose qu'il faut faire attention en fonction de ce qu'on veut faire. Par exemple, si on a que des alimes où le moins est relié à la terre, ça sera impossible de les mettre en série. Alors maintenant, multiple, tracking, série, tout ça. Alors ça veut dire quoi? Il y a des alimes toutes simples hein, qui ont une sortie et réglable, je sais pas moi, 0 à 35 volts. Mais il y en a qui ont des sorties multiples ou symétriques ou des choses comme ça. Tout dépend aussi de ce qu'on fait. Si on travaille par exemple avec des amplificateurs opérationnels, des choses comme ça, souvent, ça arrive qu'on ait des montages qui ont besoin de deux alimes positives et négatives. Par exemple, du plus ou moins 12 volts, plus ou moins 15 volts. Et là, c'est quand même assez intéressant d'avoir plusieurs alimes. Très souvent, hein, il y a beaucoup d'alimes qui proposent justement deux sorties, par exemple 0 à 15 volts, et des fois même en option une sortie fixe, genre 5 volts pour de la logique ou des choses comme ça. Et en même temps, quand il y a des sorties multiples, il y a des fois des possibilités de tracking, ce qui veut dire que grâce à un réglage, on peut faire qu'en réglant un seul bouton, les deux sorties varient en même temps. Voire même varient proportionnellement, mais pas avec le même max. La fameuse PS503 de Tektronix, on peut lui dire par exemple, quand je ferai le bouton du minimum au maximum, eh ben, la tension négative ira de 0 à -2 et l'autre de 0 à 15 ou des choses comme ça. En même temps, dans beaucoup d'alimes, éventuellement, quand il y a du tracking, surtout, on peut les mettre en série, hein, ce qui permet soit de doubler la tension de sortie, soit en effet d'avoir quelque chose de symétrique, ou aussi en parallèle, ce qui permet d'additionner les deux courants de sortie aussi. Sachant qu'en parallèle, il faut un peu se méfier, même qu'il n'y en ait pas une qui débite dans l'autre, mais enfin bon. Quand c'est prévu, ça le fait plutôt bien. Donc ça, c'est pareil, en fonction de ce qu'on veut, de son budget, tout ça. On-off sortie. Alors ça par contre, il n'y a pas beaucoup d'alimes comme ça. Enfin, il y en a de plus en plus, mais souvent il n'y a pas. Et ça c'est un truc que j'aime beaucoup moi. C'est est-ce qu'il y a un bouton, une commande qui permet de mettre là où les sorties, surtout quand c'est multiple, en route sans avoir besoin d'arrêter complètement la lime. Si on arrête complètement la lime, la tension va baisser progressivement. Il y a des alimes quand on les démarre, elles ont des comportements un peu instables. L'idée c'est d'avoir un bouton qui permet de mettre ou pas en route la sortie. Typiquement, les alimes Tektro sur TM500, elles ont toutes un bouton comme ça. Il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas. Et c'est quelque chose que des fois je rajoute sur des alimes. Enfin, personnellement, encore une fois, c'est pas un truc indispensable, mais c'est quand même un plus. Comment se fait la connectique de sortie? Alors ça, c'est pareil, c'est quelque chose de potentiellement important. Pourquoi? Ça va dépendre déjà par rapport au courant. Très généralement quand même elles sortent sur des fiches bananes 4 mm, mais c'est pas forcé, mais c'est quand même c'est souvent comme ça, sauf des super alimes avec des très très forts courants où il peut y avoir d'autres sorties, mais enfin généralement dans les alimes de labo c'est plutôt comme ça. Et il y a le fameux espacement standard, c'est pareil, on en a déjà parlé, il y a des tas de systèmes, hein, l'espacement de 19 mm là, et ça permet d'avoir plein d'accessoires et de choses comme ça. Alors quelque chose qui est particulièrement énervant en même temps, c'est que c'est bien d'avoir l'espacement standard, mais souvent les alimes elles mettent au milieu la masse. C'est-à-dire qu'on a un problème, un peu comme ça oblige de faire des adaptateurs parce que la sortie de la lime c'est le moins, le plus et la terre. Alors, ils ont respecté le standard, mais généralement c'est pas ce qu'on veut de mettre ensemble, d'avoir une sortie moins et terre, ça rime pas grand chose.
Donc de plus en plus quand même, ça c'est plutôt bien fait. Et sur une alim rigole comme la DP832 par exemple, il y a une broche de terre, mais enfin ils ont respecté ça. Donc ça, bah, surtout, enfin, moi je me fais pas mal d'accessoires qui se branchent comme ça, c'est quand même un petit plus. Bah non, si on l'a pas, on n'en meurt pas non plus. Alors ça c'est très important, comment on va afficher la tension et le courant de sortie? Alors déjà, est-ce qu'il s'affiche? Il y a des alims où il n'y a rien qui s'affiche du tout, hein. Une PS 503 Tektro, il faut y mettre un voltmètre ou un ampèremètre, c'est pas très très pratique. Ensuite, il y en a qui affichent que la tension, autrement que le courant, c'est plus rare. Et l'idéal, c'est quand même d'avoir les deux. Et surtout, comment ça s'affiche? Encore une fois, il y a un petit peu les goûts, les couleurs, mais bon, il y a déjà des affichages analogiques, genre à aiguille, et LED ou LCD numérique. Je suis assez partagé. Personnellement, j'aime quand même bien les aiguilles. Qu'on le veuille ou non, il y a des affichages à aiguille qui montrent des infos qu'on verra pas. Par exemple, vous avez un courant qui varie un petit peu avec des pics ou des instabilités. On s'en rendra beaucoup mieux compte sur un affichage à aiguille que sur un affichage numérique qui va être à moitié folin ou des fois on va rien voir du tout. Donc ça c'est quand même intéressant. Maintenant, l'avantage bien sûr des affichages numériques, quelle que soit leur technologie, c'est que ça donne bien sûr plus de précision. L'idéal c'est d'avoir les deux. Dans mes nombreux projets, j'ai même acheté des voltmètres spéciaux pour pouvoir redécouper dedans des fenêtres et remettre des afficheurs numériques. Enfin bon, ça c'est quand même un choix, tout dépend de ce qu'on veut faire. À la limite, je pense que c'est intéressant d'avoir l'aiguille pour le courant et éventuellement le numérique pour la tension. Enfin bon, si on l'a fait soi-même, on remarque qu'on peut faire à peu près ce qu'on veut. Alors après, quand c'est numérique, c'est quoi la techno? Ça peut être du LED, ça peut être du LCD. Maintenant, bah, pareil, comme on voit des alimentations programmables, c'est carrément des écrans OLED ou des écrans couleurs ou des choses comme ça. Bon, après, il y a les goûts et les couleurs. Personnellement, quand c'est du numérique, je préfère du LED. Le LCD, si il est trop éclairé, pourquoi pas. Quand il l'est pas, personnellement, j'aime pas. Mais encore une fois, c'est les goûts et les couleurs. Et il faut aussi voir la précision. Là encore, des fois, le mieux est l'ennemi du bien. D'avoir une précision d'un millivolt et d'un milliampère sur une alimentation, à moins d'avoir des besoins spécifiques, ça va être plus pour moi être gênant qu'autre chose. C'est pas forcément très très intéressant. En règle générale, on va dire que sur la tension, on a déjà un digit et sur le courant, on en a deux. Enfin, je pars derrière la virgule. C'est souvent pas mal. Encore une fois, ça va dépendre de pas mal de choses. Pareil, dans l'idéal, comme on retrouve ça sur des multimètres, des fois, ça serait bien de pouvoir la régler. Mais des fois, c'est plus embrouillant qu'autre chose d'avoir toujours des affichages avec beaucoup de précision. Ensuite, est-ce que ça affiche que ça? Alors, on peut avoir des affichages annexes, par exemple la limitation de courant. Alors souvent, maintenant dans les alims, il y a un truc qui est bien, c'est que quand elles ont un on-off de sortie, bah, quand la sortie est off, l'ampèremètre il affiche le courant max, ce qui permet de le régler, et quand c'est on, bah, il affiche le vrai courant. Donc ça c'est plutôt sympa. Parce que quand il y a des limitations de courant, pour les régler, souvent, bah, il n'y a pas d'autre façon que de court-circuiter la sortie, c'est pas forcément terrible. Donc il y a ça, et maintenant on voit des alims qui affichent par exemple la puissance. Alors c'est pareil, ça dépend ce qu'on fait. Moi j'aime bien des fois, parce que quand je mets au point par exemple des convertisseurs continu, et que j'ai une charge électronique qui affiche la puissance, ça donne tout de suite une idée du rendement. On voit 10 watts en entrée, 5 watts en sortie, tout de suite on voit que le rendement est de 50%. Donc ça peut être un plus, c'est pas forcément indispensable. Et des fois, bah, comme sur la DP832, sur des alims comme ça, programmables, on voit carrément la limite de tension s'il y en a une, la limite de courant, enfin plein d'informations annexes, voire des fantaisies, vu que quand c'est programmable, des tas de trucs comme ça. Maintenant, généralement, quand même, c'est du plus, mais c'est pas vraiment indispensable. Alors c'est quelque chose qui est très important par contre, et ça c'est quelque chose qu'il faut bien penser en fonction de ce qu'on veut faire, et puis pareil, moi là-dessus j'ai plutôt des préférences, mais c'est un peu personnel, c'est comment on va régler la tension de sortie. Alors le truc tout bête, bah, c'est un potentiomètre normal qui permet de régler la tension. Si on n'a qu'un seul potentiomètre, et que la range de tension est assez gros, hein, par exemple celle qui est devant moi là, elle fait de 0 à 32 volts, un potentiomètre, c'est pas très très facile si on veut être précis avec la tension, parce que bah, l'angle pour être précis à 10 millivolts, il va être très très petit. Alors ce qu'il y a des fois, c'est d'avoir un vernier. C'est quoi le principe du vernier? Bon, en gros c'est réglage grossier, réglage fin. Alors ça c'est bien et pas bien le vernier. Pourquoi? Parce que
Le problème du vernier, c'est que ça marche bien si on a l'habitude de le remettre en position centrale. La manip standard, c'est de dire le vernier, je le mets au milieu, je règle la tension grossière et avec le vernier, j'ajuste plus ou moins. Mais souvent, le vernier, on ne le remet pas en médiane, il est déjà par exemple complètement buté, ce qui fait qu'on règle la tension, bah, on n'a plus le bon range. Moi, j'apprécie vraiment moyennement. Ce que j'aime bien, par contre, c'est d'avoir des potentiomètres 10 tours, hein, c'est-à-dire le plus puissant sur la tension. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors, c'est vrai que ça empêche de dire, allez, je passe de 0 au max à toute vitesse. C'est pas vraiment quelque chose qu'on fait souvent. Et ça permet d'avoir un réglage très très fin. Ça m'est souvent arrivé dans des alimes d'enlever le potentiomètre d'origine pour mettre des potentiomètres 10 tours, ce qui permet d'avoir ça. Bon, encore une fois, là-dessus, c'est un peu mon goût personnel. Alors après, quand c'est digital, le réglage de la tension, il peut être fait de plusieurs façons. Il peut être fait avec des encodeurs, il peut être fait avec un clavier où on rentre directement la valeur, il peut être fait avec des roues codeuses, il peut mélanger les deux. Alors c'est pareil, là-dessus il y a un peu de différentes choses. Si on regarde sur la PS5003 Tektronix, par exemple, il y a un clavier, donc ça c'est bien, on tape directement la tension qu'on veut, mais il n'y a pas de réglage rotatif. Après, c'est augmenter, réduire avec flèche vers le haut, flèche vers le bas. Personnellement, je déteste ça. Après, il y a des encodeurs, mais c'est pas, il y en a avec cran, pas cran. Moi, je préfère quand le cran correspond à un digit, parce que on le sent mieux d'un point de vue tactile. Et dans l'idéal, c'est que on puisse choisir qu'est-ce qui varie à chaque cran. Donc là-dessus, bon, enfin, je dirais, dans le digital, on est un peu dans l'interface utilisateur. Il y a différentes choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Après, le temps de réaction. Alors ça par contre, c'est généralement pour des alimentations digitales. Et ça c'est quelque chose d'important. Et j'ai une alim qui est bien, mais rien qu'à cause de ça, je l'utilise quasiment jamais. C'est que quand on change la tension avec le bouton rotatif, elle met 15 plombes avant de réagir. Ce qui fait que on a vite fait de dépasser. Ça c'est vraiment un truc pourri. Pour moi, l'idéal c'est quand même que ça réponde, enfin, en temps réel, peut-être pas à la picoseconde, mais enfin au moins au temps réel de façon humaine. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, hein, pour moi le temps de réaction, c'est que ça réagisse assez vite. Et bien. Enfin encore une fois, ici il y a plein de choses. C'est pareil, des digitales, j'ai une vieille TZ40 dont on règle la tension avec des roues codeuses, mais là c'est presque un petit peu standard de tension, c'est pareil d'avoir quelque chose de très précis. C'est vrai qu'on ne pourra pas forcément le faire varier rapidement. Alors ça c'est quelque chose aussi de super important, j'aurais presque pu le mettre un peu avec la qualité, c'est la réponse dynamique. Il y a des alimes, elles ont l'air très bien, et quand on analyse comment elles maintiennent leur tension de sortie avec une variation brutale de courant, on voit que ça peut faire des sacrées bêtises, hein. Soit d'abord il y a un temps de réaction, soit il y a du ringing, ça marche pas. Pareil, hein, j'avais fait une vidéo là-dessus, sur le temps de réponse de la limitation au courant. Ça, c'est quelque chose qui est généralement très pourri sur les alimes. Hein. Ça, on dit, ah oui, c'est réglable. On sait que par exemple à 20 mA, on met une LED et on la crame la LED. Pourquoi? Parce que la LED elle commence à se bouffer 2 ampères à fond dans les manettes, et après la régulation se fait, mais un petit peu tard. Donc ça, c'est vraiment très important de voir la qualité de ça. Et alors, ça, c'est jamais parfait. Mais enfin bon, généralement sur les alimes pas chers, faut pas s'attendre à des miracles avec ça. Pareil, j'ai fait des vidéos là-dessus, je les mettrai en lien. Alors après, en gros, il y a toute la notion de puissance dissipée rendement. Ça sera le thème de ma prochaine vidéo, mais une alimentation réglable, souvent, ça dépend des technologies employées, il y en a où, surtout quand on demande de la basse tension et du courant, elle dissipe en chaleur la différence. C'est-à-dire que une alim elle peut aller jusqu'à 20 volts, on lui demande 10 volts à 1 ampère. L'alim va encaisser la différence sous forme de chaleur, c'est-à-dire 20 volts moins 10 volts fois 1 ampère, ça fait qu'elle dissipe déjà 10 watts, ce qui est pareil. Donc ça c'est quelque chose à voir. Est-ce qu'il y a un ventilo? Oui ou non? Est-ce qu'il est bruyant? Est-ce qu'il est malin? C'est-à-dire qu'il se met en route que quand il y a besoin, ou en permanence? Ça c'est... Enfin, j'ai déjà eu des alimes qui étaient très bruyantes, c'est pas vraiment sympa. Donc voilà, et donc la notion de rendement. Après il y a aussi le boîtier, est-ce que c'est gros, est-ce que c'est lourd, est-ce qu'il y a des trous d'aération à respecter, des radiateurs, enfin après c'est toujours pareil, tout dépend ce qu'on veut faire. Maintenant avec les alimentations à découpage, on peut quand même avoir des aliments très puissantes qui peuvent sortir des 20-30 ampères, ce qui, pas comme avant, pèse pas
des dizaines de kilos. Enfin, c'est aussi en fonction de ce qu'on veut faire. Là encore, j'avais fait une vidéo là-dessus, hein, le retour Sense. Le retour Sense, hein, je rappelle, c'est la possibilité d'aller mesurer la tension réellement aux bornes de la charge pour que l'alimentation elle élimine en fait la résistance des fils. Alors ça, c'est surtout généralement intéressant quand on a des gros courants, parce que la résistance des fils, elle va jouer, ou quand on veut des super précisions. La PS 5004, elle fait ça, c'est pas tellement à faire du fort courant, mais elle se veut très très précise. Donc souvent il n'y en a pas, ou sans il y a des fois c'est que derrière l'alimentation, il y en a qui l'ont devant, mais ça fait pas mal de... Encore une fois, tout dépend de ce qu'on veut faire. Elle est digitale, est-ce qu'elle est programmable? Alors programmable, c'est programmable, programmer les valeurs. Est-ce qu'elle permet aussi de renvoyer les valeurs? Ça, il y en a de plus en plus maintenant qui se programment via USB, donc via Ethernet, pourquoi pas via Wi-Fi, des choses comme ça, ou par des ports série, ports parallèles, choses comme ça. Bon, en toute honnêteté, le côté programmable, autant ça m'a des fois servi dans ma vie professionnelle, on va dire, à titre purement amateur, je me pose des questions sur l'usage. Enfin, à moins d'avoir encore des besoins très très spéciaux, généralement ça sert pas grand chose dans le monde amateur. Maintenant, souvent, je veux dire, ça fait partie de la ligne. La DP832, elle est programmable. Je l'utilise pas. Maintenant, c'est comme ça. Il y a aussi des fois des alimentations, c'est le cas aussi justement de la rigole ici, qui permettent de mettre des limiteurs. Ça peut des fois être intéressant. On se dit par exemple, là je fais que la tension de sortie, même si je fais une fausse manip, ne peut pas dépasser 5 volts par exemple. Et ça, des fois, ça peut être assez intéressant. On peut aussi mettre des limites sur la puissance par exemple, ou des choses comme ça. Et encore une fois, les alimes programmables, quand, pareil, hein, je vous ai déjà fait des vidéos sur la DP832, ça rajoute des trucs comme ça enregistre le log du courant de sortie, on peut programmer des mises en route, enfin des seuils, des machins, des alarmes, tout ce qu'on veut. Maintenant, c'est vrai qu'avec dès que c'est programmable, des fois on peut aller des trucs plus loin. Maintenant, c'est pareil, tous ces trucs-là, je veux dire, enfin à moi c'est pareil d'avoir des besoins spécifiques. Dans un labo de base ou pour un amateur, à mon avis, à part jouer avec, c'est pas grand chose. Et à la fin, bien sûr, de toute façon, le nerf de la guerre, le prix, généralement, à moins d'avoir la chance d'avoir un budget illimité, ça va un petit peu jouer sur le choix. Donc, selon son budget, selon ses moyens, selon aussi ses envies, est-ce qu'on veut se faire plaisir sur tel gadget ou tel truc. Ici, il va falloir jouer éventuellement sur ces paramètres pour savoir ce qu'on veut. Maintenant, comme me le faisait remarquer l'internaute qui m'a écrit, il a tout à fait raison, l'alimentation c'est un des trucs les plus faciles à fabriquer soi-même. C'est pas comme un oscillo, il n'y a pas de circuits spéciaux, c'est relativement simple. Donc ici, l'avantage c'est que si on a des petits moyens, on peut assez facilement se faire des bonnes alimes soi-même, et surtout avec de la récup. On récupère une vieille télé, dedans il y a un vieux transfo, un truc comme ça, un vieil ampli, et on peut très très facilement, un vieil ampli hi-fi par exemple, on va récupérer les transistors de puissance, on va récupérer le transfo, on peut très facilement se faire des super alimes. Comme je l'ai souvent montré dans mes QDN en Chine, on va se trouver des petits voltmètres, des petits ampèremètres pour pas très cher, éventuellement on les re-règle, on peut se faire quand même des bonnes alimentations de façon relativement simple. On peut aussi faire de l'amélioration, quelque chose que j'ai beaucoup fait et que je continue à faire, c'est acheter une alim, je veux dire un peu lambda, et l'améliorer. Comme j'ai dit, on peut changer les potentiomètres, on peut rajouter des affichages, on peut améliorer les circuits, changer les références à l'intérieur, enfin on peut faire des tas de choses, ce qui permet éventuellement, pour un petit budget, d'avoir quelque chose de bien. Bon voilà, je pense que cette vidéo est déjà bien longue. J'essaie généralement de ne pas faire des vidéos de plus de 10 minutes, un quart d'heure à mon avis. Là j'ai un petit peu explosé le temps. Mais enfin bon, c'était pour déjà fixer un petit peu le cadre. Hein. La prochaine vidéo que je ferai sur les alimentations, ça sera justement pour parler des différentes techniques qui existent pour éviter que l'alimentation ne chauffe trop, dissipe de la puissance pour rien, quand on a des petites tensions de sortie avec des courants importants. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.